75 ans. Ce chiffre n'est plus une abstraction, c'est un miroir. Et ce que ce miroir m'a montré il y a 4 ans, quand je me suis assis à la table de ma cuisine avec ma première notification de retraite de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et une pile de relevés médicaux que je n'avais pas encore ouverts, m'a effrayé plus que n'importe quoi d'autre en 7 décennies de vie. Mais me voilà. Et j'ai quelque chose à te dire qu'aucun conseiller en gestion de patrimoine en France ne t'avouera franchement. Un homme français qui atteint 65 ans peut espérer vivre encore 18, 20 ans. Ça semble beaucoup. Ça ressemble à un cadeau. Et c'en est un. Sauf que personne ne te montre l'envers de ce chiffre. Les années en bonne santé, celles où tu es encore toi-même, où tu peux voyager, bouger, être vraiment présent. Celles-là commencent à se raréfier bien avant que les statistiques ne l'admettent. J'avais 71 ans quand mes genoux ont commencé à me présenter leurs doléances. 72 quand mon cardiologue a prononcé le mot « chronique » et a continué à parler comme si c'était la chose la plus banale du monde. Et à cette époque, je croyais avoir tout préparé. J'avais suivi les règles. J'avais cotisé pendant des décennies. Je pensais être prêt. Ce que je vais te raconter aujourd'hui n'est pas une histoire de fortune miraculeuse. J'ai 75 ans. Ces histoires-là ne m'appartiennent pas. Ce que je vais te raconter, c'est la vérité sur la façon dont je suis devenu plus solide financièrement après la retraite qu'à n'importe quel moment de ma vie active, et comment j'y suis arrivé en désapprenant presque tout ce que le système m'avait enseigné. Si tu as mon âge, ou si tu regardes ceci parce que tu accompagnes quelqu'un qui traverse ces années, reste avec moi. Je ne te demande pas de t'abonner par politesse. Je te demande de rester parce que je crois que quelque part dans ce que je vais dire, tu vas reconnaître ta propre vie. Et je pense que tu as besoin de l'entendre de quelqu'un qui a déjà marché sur ce chemin. J'avais 58 ans quand j'ai vraiment regardé mes droits à la retraite pour la première fois. Pas juste signer les papiers que la CNAV envoyait, vraiment regarder. Je me souviens de la table de la salle à manger ce soir-là, le bruit du quartier par la fenêtre entr'ouverte, la lumière jaune de la lampe, et le relevé de carrière que j'avais imprimé au bureau quelques jours avant, avec toutes ces lignes de trimestres cotisées depuis l'âge de 19 ans. 36 ans dans l'industrie agroalimentaire, la plupart du temps comme technicien de maintenance, les 15 dernières années en tant que chef d'équipe. Ce que j'allais toucher, selon le simulateur de l'assurance retraite, c'était environ 1 900 € bruts par mois au titre du régime général, plus la retraite complémentaire Agirc-Arrco, ce qui portait le total à quelque chose comme 2 500 € net. Ma femme Jacqueline, institutrice toute sa vie, toucherait environ 1 700 €. Ensemble, 4 200 €. Je me suis renversé dans ma chaise et j'ai pensé, ça suffit. On vivra bien avec un peu de sagesse. Je croyais en ce calcul sincèrement. Ma génération a grandi avec la conviction que le pacte social français tenait ses promesses. Mon père avait bien vécu avec sa retraite, les voisins aussi. Le principe de répartition, celui où les actifs d'aujourd'hui financent les retraites d'aujourd'hui,
Ce principe avait quelque chose de rassurant, de communautaire, presque de moral. Je n'avais pas à gérer un fonds personnel avec le risque de tout perdre en bourse. Le système allait tenir. Il avait toujours tenu. L'objet qui ancre cette histoire, c'est une canne à pêche. Une belle canne en carbone que je m'étais achetée à 59 ans dans un vide-grenier, en parfait état, d'un retraité qui vendait ses affaires parce qu'il déménageait en maison de retraite. Je l'avais accrochée au mur du garage. Chaque fois que je passais devant, je me disais « c'est la canne de la retraite. Quand j'aurai le temps, on ira à la pêche avec Robert », comme on le disait depuis 20 ans. Ce plan flottait dans ma tête comme quelque chose de doux et de certain. Demain, après, quand j'aurai le temps. Ce que je n'avais pas intégré dans mes calculs, c'était le coût concret d'un corps humain qui vieillit en France. Le vrai coût. Parce que oui, la France a l'un des meilleurs systèmes de santé du monde. Mais meilleur ne veut pas dire sans reste à charge. Les lunettes sont partiellement remboursées, sauf si tu choisis un monture correct. Les prothèses auditives l'étaient peu jusqu'à la réforme 100% santé, et encore, les appareils vraiment efficaces restaient chers. Le dentaire a des plafonds qui ne correspondent pas aux vrais tarifs. Et les dépassements d'honoraires, ce droit que les médecins de secteur 2 ont de facturer au-dessus du tarif conventionné, cela s'accumule silencieusement dans la vie d'un retraité qui veut un spécialiste sans attendre 4 mois. J'avais évalué les dépenses de santé à environ 3 500 € par an pour nous deux. C'était une fiction. À 63 ans, les chiffres qui m'avaient paru si solides à 58 avaient commencé à ressembler à du sable mouillé. Je devais sans cesse ajouter des lignes que je n'avais pas prévues. La hanche de Jacqueline, pour laquelle on avait choisi un chirurgien en secteur 2 parce qu'on faisait confiance à son expérience, 2 000 € de dépassement. Mes 2 prothèses auditives, d'un modèle décent, même après remboursement. La mutuelle, dont les cotisations augmentaient d'année en année, selon une logique que je n'arrivais pas à contester. Les enfants adultes, qui ont toujours besoin de quelque chose. Les petits-enfants, pour qui on ne sait pas dire non. La liste s'allongeait. Le chiffre en bas se réduisait. Quand je suis finalement parti à la retraite à 65 ans, je n'avais pas l'impression de franchir une ligne d'arrivée. J'avais l'impression de descendre d'un train en marche et de me retrouver immobile sur un quai, à le regarder s'éloigner dans le bruit, en pensant « et maintenant quoi ?» Les premiers mois étaient étranges d'une manière pour laquelle il n'existe pas de préparation. J'avais imaginé que la retraite ressemblerait aux grandes vacances d'été, ce sentiment de jour sans contrainte. Je me réveillais à 6h30 parce que mon corps ne savait pas encore qu'il n'avait plus à le faire. Jacqueline allait voir sa sœur ou jardiner. Et moi, je restais assis à la table de cuisine avec mon café, à regarder la rue par la fenêtre, en pensant « je devrais être heureux. Pourquoi est-ce que je ne suis pas heureux ?» Je me suis mis à surveiller les dépenses avec une attention que je n'avais jamais eue. Les pensions tombaient régulièrement, 4 200 € pour nous deux. Dans notre appartement de Nantes, avec les charges, la mutuelle, les courses, il ne restait pas grand-chose à la fin du mois.
Et l'absence de superflu, quand on a travaillé toute sa vie pour arriver à ce moment-là, c'est une forme de deuil que personne ne nomme. Puis est venu l'hôpital. Ça a commencé par quelque chose que j'ai ignoré pendant 3 semaines, parce que je ne voulais pas être le genre d'homme qui court aux urgences pour des broutilles. Quand j'y suis finalement allé, ils m'ont gardé 2 nuits. Le reste à charge, après remboursement de l'assurance maladie et de ma mutuelle, s'est élevé à 900 € environ. Ce n'est pas énorme en soi, mais c'était 900 € que je n'avais pas budgétés dans un mois qui ne le permettait pas. J'étais allongé dans ce lit d'hôpital un mardi soir, à écouter les appareils, et mes pensées ont dérivé vers le garage et la canne à pêche accrochée au mur. Quand est-ce que j'avais bougé pour la dernière fois avec intention? Quand est-ce que j'avais bougé pour autre chose que la nécessité? La pleine mesure de ce moment ne m'a pas frappé à l'hôpital. Elle m'a frappé 6 semaines plus tard, un mardi matin, à la table de cuisine, quand j'ai sorti tous les relevés de dépenses de santé de l'année et que je les ai additionnés. Tout, cotisations mutuelles, restes à charge, médicaments non remboursés, les séances de kiné de Jacqueline hors forfait, mes audioprothèses, mes lunettes progressives de l'année, le dentiste. Le total, 7 200 € pour une année, pour 2 personnes en bonne santé relative, sans diagnostic grave, juste le vieillissement ordinaire et prévisible de 2 septuagénaires en France, avec son système qui est le meilleur du monde, mais qui a ses angles morts. J'avais prévu 3 500 €. L'écart n'était pas anecdotique. J'ai appelé mon conseiller en gestion de patrimoine. Il n'était pas surpris. Il m'a dit que la plupart de ses clients retraités sous-estimaient les dépenses de santé de 30 à 40%. Il me l'a dit calmement, avec le ton d'une vérité répétée si souvent qu'elle ne fait plus mal à prononcer. Et je me suis assis là à penser. J'ai cotisé pendant 36 ans à tout ce qui existe. J'ai respecté les règles. Et personne ne m'a jamais dit ce qu'il en coûte vraiment d'habiter un corps de 70 ans en France, même avec les meilleures couvertures. Je me suis mis à tout lire. Les études sur les dépenses de retraite, les rapports sur le financement de l'assurance vieillesse, la réforme des retraites de 2023, celle que j'avais regardée à la télévision comme si elle ne me concernait plus, alors qu'elle touchait exactement les gens comme moi. Et plus je lisais, plus j'éprouvais une forme très particulière de mélancolie, pas pour de l'argent perdu, mais pour du temps passé sous une illusion confortable. Le tournant n'a pas été dramatique. Il n'est pas venu avec fracas. Il est venu un dimanche d'octobre, 3 ans après ma retraite. Jacqueline et moi venions de rentrer d'une semaine en Bretagne, un voyage que nous avions promis de faire depuis notre mariage, que nous avions failli annuler 4 fois pour des raisons de budget, de santé, de timing jamais parfait. Nous y étions allés quand même. Et je me souviens d'être assis sur le banc de la terrasse ce dimanche soir, avec un verre de muscadet que le fils de notre voisin nous avait rapporté, à regarder la lumière du soir tomber sur les toits. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Je me sentais éveillé, pas reposé,
éveillé, comme quand on a dormi trop longtemps sans s'en rendre compte, et que quelque chose, enfin, vous ouvre les yeux. Le voyage nous avait coûté à peu près 1600 € à deux. Un an auparavant, cette somme m'aurait rempli d'un malaise difficile à nommer. Mais à Concarneau, en marchant dans la ville close le matin, Jacqueline achetant des biscuits bretons pour les petits-enfants, l'odeur du sel et de l'iode, le bruit des mouettes sur le port, j'avais pensé avec une clarté absolue. C'est pour ça que l'argent existe. Pas pour être préservé, pour être vécu. Et puis mes genoux m'avaient dit tranquillement, mais clairement, que c'était probablement la dernière fois que je pourrais marcher des heures sur des pavés sans le payer pendant une semaine entière. Et au lieu de la tristesse, cette pensée m'avait rempli de quelque chose de décidé. Je suis rentré et j'ai fait une liste, pas un plan financier, une liste de valeurs. Qu'est-ce que je veux vraiment des années qui me restent ? Qu'est-ce que je repousse depuis trop longtemps que je ne peux plus me permettre de repousser ? Puis une deuxième liste. Que suis-je encore capable de produire ? Parce que voilà ce que l'industrie de la retraite ne te dit pas. Quitter la vie active ne signifie pas que tu n'as plus rien à offrir. J'avais 36 ans d'expérience en maintenance industrielle et en gestion d'équipe. Des PME avaient besoin de ce type de savoir-faire pour de la formation, pour de l'audit, pour accompagner des techniciens plus jeunes. J'avais un capital immatériel que je n'avais pas exploité parce que je confondais la retraite avec l'abandon de tout ce que je savais faire. J'ai parlé à mon conseiller. Un budget séparé pour les expériences et la santé, pas comme réserve d'urgence, mais comme dépense prioritaire et intentionnelle. Et j'ai commencé à proposer des missions ponctuelles en entreprise. La première année, j'ai gagné environ 12 000 €. Cela a réduit ce que je devais puiser dans mes économies. Ce qui ne se retirait pas continuait à fructifier. Et c'est comme ça, exactement comme ça, que je suis devenu financièrement plus solide après la retraite que pendant mes dernières années de travail. Voici ce que je sais aujourd'hui, à 75 ans, de l'autre côté de l'illusion. La santé n'est pas une ligne dans le budget retraite. La santé est le budget. Tout ce que tu veux faire du temps qui te reste, les petits-enfants, les voyages, les matins tranquilles, tout cela dépend de ton niveau de fonctionnement physique et mental. J'investis dans un kinésithérapeute qui travaille avec moi en préventif 2 fois par semaine. Je dépense plus pour une alimentation de qualité qu'à n'importe quelle période de ma vie. J'ai fait une étude du sommeil qui a révélé une apnée que j'avais probablement depuis 15 ans. Ce ne sont pas des luxes, ce sont des coûts d'infrastructure. Et le retour sur investissement est mesurable. Je suis plus capable, plus présent et plus vivant à 75 ans qu'à 72. Ce n'est pas un hasard. Nous avons vendu le grand appartement à Nantes il y a 2 ans. Quelque chose de plus petit, charge moins élevée, 100 pièces vides qui n'accueillent que de la poussière. Le capital libéré, nous l'avons réinvesti. L'énergie mentale libérée, nous l'avons mise dans vivre. Je ne passe plus les week-ends à m'inquiéter des travaux et des appels de charge. Je les passe avec les petits-enfants, avec Jacqueline, avec Robert enfin, au bord d'une rivière.
La canne à pêche n'est plus au mur du garage. Elle est dans la voiture, prête. Abîmée par l'usage, patinée par les saisons, exactement où elle aurait dû être depuis des années, en train de servir. Si tu as mon âge, ou si quelqu'un que tu aimes traverse ces années, écoute-moi attentivement. La chose la plus coûteuse que j'ai faite dans ma vie, c'est d'avoir ajourné ma propre vie. La moins coûteuse, c'est la décision, à 72 ans, d'arrêter de l'ajourner. L'argent a suivi la décision, pas l'inverse. Tu as encore un savoir que rien ne peut remplacer. Tu as encore du temps, même si je ne te mentirai pas en te disant qu'il est illimité. Et la décision financière la plus importante que tu puisses prendre maintenant n'est pas de rééquilibrer ton portefeuille, c'est de cesser de traiter le temps comme quelque chose qu'on peut mettre de côté pour plus tard, parce qu'on ne peut pas, et l'horloge tourne depuis le premier jour.